C'est eux. C'est vous. C'est nous. J'entreprends comme je suis. 100% entrepreneur. Sur We Do Biz. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes sur We Do Biz, la radio 100% entrepreneur, dans l'émission We Move J, la 131e émission We Move J, ce jeudi 12 décembre. Je suis donc Bénédicte Sanson, la déléguée générale du Move J, et je remplace au pied levé Dominique Restineau. Dominique Restineau, encore très occupé pendant quelques semaines sur la mission confiée par Fleur Pellerin autour de la PCE. Et donc j'accueille Marine Plossu. Marine est cofondatrice de Sense School. Bonjour Marine. Bonjour Bénédicte. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que fait Sense School, Marine, s'il te plaît, pour commencer? Oui, bien sûr. Alors, Sense School, c'est une entreprise sociale qui a vocation à transformer l'éducation en permettant à chacun de résoudre les défis sociaux, environnementaux de notre époque. Et donc, très concrètement, comment ça se passe? Nous, en fait, on est comme une école, mais sans les murs. Et donc, notre mission, c'est de créer et d'animer des programmes dans lesquels on permet aux jeunes, en les accompagnant avec des ateliers, avec des missions terrain et en les emmenant dans des lieux insolites à Paris et en région, de résoudre des défis d'entreprise sociale. Alors, quand tu parles des jeunes, j'imagine que tu ne parles pas des enfants, ça commence pas en maternelle. Les jeunes, c'est à partir de quel âge? C'est dans quel type d'environnement? Alors nous, on s'adresse plutôt à l'enseignement supérieur. Donc on entend par jeunes plutôt les étudiants, je dirais au-dessus de 20 ans. Mais quand je dis étudiants, c'est pas que, parce que l'objectif aussi de ce qu'on fait, c'est d'ouvrir l'enseignement supérieur à des jeunes qui ne sont pas forcément dans des processus de formation. Là, par exemple, on vient d'ouvrir un programme avec l'école de commerce l'ESSEC à Paris. C'est un programme qui est donc ouvert à l'extérieur, dans lequel il y aura des équipes qui seront formées d'étudiants de l'ESSEC et qui seront rejointes par des étudiants extérieurs qui viennent de formations type design, architecture, formation sociale. Mais donc, qui sont déjà dans l'enseignement supérieur, quand même. Qui sont déjà dans l'enseignement supérieur ou pas. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple assez concret de cette école sans les murs réalisée avec des étudiants? Alors, un exemple, je vais vous le donner de manière très concrète. Nous, on part toujours de besoins d'entrepreneurs sociaux, c'est-à-dire d'entrepreneurs qui ont décidé de créer des entreprises pour résoudre des problématiques de société qu'ils ont vues. Et donc, c'est en allant à la rencontre de ces entrepreneurs qu'on peut créer ces programmes, puisqu'on collecte auprès d'eux les défis qu'ils rencontrent ou bien les projets pilotes sur lesquels ils voudraient travailler. Un exemple de client précis? Par exemple, défi, une entreprise, un entrepreneur? Ciel Bleu, c'est une entreprise sociale qui s'est adressée au problème de la vieillesse. Donc, comment on fait pour améliorer le quotidien des personnes âgées en France et en Europe? Et donc, ils ont créé ce qu'on appelle les activités physiques adaptées. Ce sont des exercices en fait, de gym douce qui sont donnés sur un cadre d'1 heure, par exemple dans des maisons de retraite et avec des groupes de personnes âgées. Et eux, ils avaient une problématique, c'est qu'ils cherchaient à créer du matériel pour conduire ces activités physiques adaptées. Du matériel, ils en avaient déjà, sauf qu'il n'avait encore jamais été conçu spécifiquement pour ce public dans le cadre de ces activités. Du matériel pour les personnes âgées. Ouais. Voilà. Donc nous, on a collecté ce besoin et on en a fait un défi qu'on a adressé à des étudiants. Donc on a dit, voilà, aujourd'hui, il faut créer la première ligne d'objets labellisés Ciel Bleu pour conduire les activités physiques adaptées. Et on a donc lancé un appel à candidature pour recruter une équipe qui allait pouvoir créer ces produits. Donc vous n'avez pas travaillé avec une école spécifique, vous avez plutôt cherché des étudiants qui étaient capables de répondre à ce défi. Exactement. Donc ça, c'était ce qu'on appelle un programme Sense Academy. C'est les programmes qu'on fait hors école. Et quand on fait des programmes en partenariat avec des institutions académiques, on appelle ça des Sense Class. Et alors, quel type de partenariat? Comment ça fonctionne tout ça? Qui paye? Enfin, j'ai un peu du mal à comprendre comment s'organise, où est le business model. Parce que j'ai bien entendu que c'est une entreprise sociale et solidaire, mais dans entreprise sociale et solidaire, il y a entreprise. Donc ça veut dire qu'on gagne quand même un peu d'argent. Donc comment ça fonctionne, tout ça? Est-ce que tu peux nous donner, dans les deux cas, du coup? Oui, tout à fait. Alors, c'est une bonne question. Nous, aujourd'hui, on a 2 types de clients. On a d'une part les écoles et les universités qui nous achètent en fait des programmes de formation. Et on a un deuxième type de clients, ce sont les grandes entreprises et les PME qui nous achètent des programmes de sponsoring où elles souhaitent soutenir les actions des entrepreneurs sociaux que nos programmes permettent d'accompagner. Donc, du coup, 2 types de clients. Je suis une grande entreprise, je viens vous voir. Et vous allez chercher soit l'école qui va bien, soit les étudiants. Comment vous faites le choix et comment vous mettez en œuvre ce type de choses? Alors, ça dépend de notre premier interlocuteur. Lorsqu'on rencontre des écoles ou des universités, elles nous expliquent quels sont leurs objectifs pédagogiques. Et en fonction de ces objectifs pédagogiques, on va chercher les entrepreneurs sociaux qui vont nous permettre
de faire un programme qui va répondre à ces objectifs pédagogiques. Lorsque ce sont des entreprises ou des PME, on s'adresse aussi à leurs objectifs, là pour le coup en termes de RSE, c'est-à-dire de responsabilité sociétale des entreprises. Et une fois qu'elles nous ont expliqué par exemple qu'elles souhaitent agir sur le mal logement, sur l'éducation ou sur la santé, on va chercher des entrepreneurs sociaux qui offrent déjà des solutions à ces problématiques. Et c'est donc en rencontrant ces entrepreneurs sociaux, donc là on a déjà passé le 2e niveau, on a vu notre premier interlocuteur qui sont soit les écoles, soit les entreprises. En fonction des premiers objectifs qu'on a identifiés avec elles, on va voir les entrepreneurs sociaux. Et ces entrepreneurs sociaux, on collecte leurs défis pour créer les programmes. D'accord. Alors, il y a toujours quelque chose que je ne comprends pas bien. Où se retrouvent les jeunes dans le cas où tu vas chercher les entrepreneurs sociaux? Où est-ce qu'ils se retrouvent physiquement? Où est-ce qu'ils agissent? Alors, les jeunes, on les réunit au travers de plusieurs ateliers. Là, par exemple, sur le programme qu'on lance avec l'ESSEC, ils vont avoir plusieurs rencontres à Cergy. Donc là, ils vont être par équipe pour répondre aux problématiques des entrepreneurs sociaux. Ils vont avoir des ateliers à Cergy, ils vont avoir ce qu'on appelle des missions terrain, dans des immersions terrain. Donc là, ils sont chargés eux-mêmes de prendre des rendez-vous avec des personnes qui sont des bénéficiaires des services que proposent les entrepreneurs sociaux ou des personnes qui travaillent avec les entreprises sociales pour comprendre l'environnement dans lequel elles agissent, avant d'imaginer des solutions, bien sûr. Et ensuite, par exemple, on les forme à l'animation d'ateliers de créativité. Animations qui vont réutiliser par la suite dans le programme pour identifier eux-mêmes des problématiques et imaginer des solutions nouvelles aux problématiques qu'ils auront ciblées via l'immersion de terrain. Et enfin, on va par exemple leur organiser des rendez-vous dans des Fab Labs, qui sont des lieux un petit peu dans lesquels les étudiants peuvent bricoler. Donc ils ont du matériel à disposition, ils peuvent créer des petits robots, ils peuvent faire de la programmation assistée par ordinateur. Et tout ça va leur permettre de créer les tout premiers prototypes de leurs solutions. En fait, nous, on travaille beaucoup sur l'action. L'idée, c'est de dire on n'apprend jamais autant que quand on essaye de faire les choses. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a décidé de créer Sense School. C'est que nous, on avait passé 4 mois dans l'association Make Sense, qui est une association de loi 1901 qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat social partout dans le monde. Et en fait, grâce à cette association, on a travaillé aux côtés d'entrepreneurs sociaux bénévolement pour les aider à résoudre leurs défis. Et très franchement, en 4 ans à l'école, j'ai moins appris qu'en 4 mois en aidant ces entrepreneurs sociaux. Tu ne vas pas dire quelle est ton école. Mais au contraire, parce que c'est pas tant la formation que j'ai reçue dans les écoles qui m'a empêché de le faire, c'est plus ce que j'ai vécu dans l'expérience par la suite qui m'en a appris encore plus. Finalement, c'est de la mise en application terrain de tous ces concepts que tu as pu apprendre. Et là, tu as vraiment géré un projet. Exactement. Et aujourd'hui, Sense School, ça a du sens aussi parce que l'éducation, elle va se faire de plus en plus en ligne avec la création, par exemple, des massive open online courses, donc tous les cours qui sont gratuits et disponibles sur Internet. Les MOOC, exactement, qui, quelque part, remettent en question l'expérience qu'on peut vivre à l'école, qui, du coup, aujourd'hui, est à réinventer. Et donc, nous, on se positionne aussi en disant, voilà, on propose des nouvelles expériences pendant lesquelles on va apprendre, pendant lesquelles on va donner du sens à nos compétences. Et au final, on aura participé à vraiment avoir un impact social en tant qu'étudiant. Finalement, ça vient remplacer un petit peu les fameux stages ? Ça vient en complément des stages. Ça vient en complément des stages. Pourquoi un jeune viendrait, parce que j'imagine qu'ils sont bénévoles, tous ceux qui participent, oui. Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent vers vous, qu'ils relèvent ces défis ? Alors, il y a plusieurs choses. Le premier aspect, je pense, c'est l'envie d'apprendre. On utilise des méthodologies qui sont peu développées dans les écoles, tout simplement parce qu'on a la flexibilité de ne pas avoir de mur. Donc on peut aussi bien un jour être dans une salle chez un de nos partenaires, on peut être dans un Fab Lab à Paris, on peut être dans les locaux d'autres partenaires, on peut être sur le terrain, on peut être dans une gare en train de faire une étude de terrain. Enfin, on sort vraiment du contexte des 4 murs de l'amphithéâtre. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est attractif quand on est étudiant. La deuxième chose, c'est de... Mais ils peuvent aussi sortir des 4 murs de l'école en allant au café. C'est plus... Oui, ils peuvent aussi faire ça, sauf qu'ils ne sont pas forcément dans un processus pédagogique qui les accompagne avec... Là, c'est que c'est l'école qui leur a dit « faites-le ». Voilà. Vous avez aussi, de ce que je comprends, vous faites aussi des appels à candidature pour des projets qui ne sont pas dans le cadre pédagogique. Ou pas. Non. Oui, les Sense Academy. Oui. Tout à fait, oui. Là, ce sont des programmes dans lesquels on va faire des appels à candidature pour réunir des équipes qui, du coup, vont travailler sur ces projets
sur leur temps libre, donc soir et week-end. Mais ça fonctionne non très rémunéré. Bien. Non rémunéré. Ça, donc c'est ces jeunes-là. Pourquoi ils viennent Ces jeunes-là qui viennent, par exemple, à Gennevilliers à 7h du matin le samedi, ils le font parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont venir apprendre quelque chose, parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont aider les entreprises sociales avec lesquelles ils travaillent. Là, par exemple, le programme dont je vous parlais avec Ciel Bleu, à la suite de ce programme, il y a 6 prototypes d'objets qui ont été créés. Et parmi ces 6 prototypes, il y en a aujourd'hui 3 qui sont en pleine industrialisation. L'entreprise sociale a pu lever des fonds pour développer le premier programme d'industrialisation. Et il y a des jeunes qui ont continué à travailler avec eux par la suite. Donc ça leur a à la fois ouvert des opportunités professionnelles. Ça leur a permis d'avoir un impact social sur des causes pour lesquelles ils avaient vraiment envie de lutter. Et ensuite, ça leur a permis d'apprendre des nouvelles méthodologies. Alors, très bien. Et toi? Alors maintenant, on va revenir à toi, enfin toutes les deux, ton associée Caroline Delbois, c'est important, et donc toi, Marine. Qu'est-ce qui a fait que vous avez créé Sense School? Est-ce qu'un matin, vous vous êtes levé en disant « ça y est, j'ai trouvé l'idée, et puis moi, j'ai envie de faire du bien pour la planète, et donc l'idée, c'est celle-là » Ou est-ce que il y a quand même un petit cheminement et vous êtes arrivé petit à petit là et c'était une évidence. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire-là? Oui, alors en fait, on ne s'est pas réveillé un matin en se disant « tiens, on est fait pour ça, on va se lancer ». C'est effectivement le fruit d'un cheminement, mais qui est un cheminement, je pense, accessible à beaucoup de gens dans la mesure où c'est venu tout d'abord de l'expérience qu'on a vécue donc, dans l'association Make Sense. Donc nous, c'était au tout départ l'envie de s'engager pour quelque chose. Il se trouve que c'était donc une cause. Et puis, on s'est pris au jeu. Voilà, donc sans avoir au préalable l'idée de créer une entreprise. Pas d'autres expériences, alors quand je dis expérience entrepreneuriale, mais associative ou déjà des petites choses qui faisaient quand même voir qu'il y avait une petite fibre qui était là. Je pense que on a toujours eu l'une comme l'autre le goût de l'initiative, donc de se lancer dans des projets. Caroline avait aussi lancé le projet Disco Soup. Ouais. Moi, j'avais aussi travaillé sur d'autres projets associatifs avant ça. Et puis moi, c'était aussi des expériences en start-up qui m'avaient donné le goût, qui m'ont donné envie de faire un master spécialisé en entrepreneuriat. Et donc des stages pas que dans les grandes entreprises, les PME, les startups, on apprend plein de choses. Exactement. Moi, j'ai fait que des stages. Moi, j'ai fait des stages en ONG au Burkina Faso, dans les prisons, dans des entreprises en Colombie ou dans des institutions de microfinance en France. Donc assez loin finalement des grandes entreprises. Caroline, elle était plutôt dans les médias. Elle a travaillé chez Canal+ ou dromadaire.com, donc plutôt dans le web. Et elle s'est réveillée un matin en se disant tiens, si mes compétences, je leur donnais un petit peu plus de sens. De sens. Et donc, elle a décidé de s'engager également dans Sense School. Mais donc voilà, c'est venu aussi dans le cadre d'opportunités. Parce que donc, en étant dans cette association, on s'est dit, tiens, nous, on a beaucoup appris. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une offre pédagogique à développer? Donc après, évidemment, ça ne se fait pas tout seul. On est allé voir des écoles et des universités pour voir si effectivement, il y avait quelque chose à créer. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que oui. Et petit à petit, en essayant une première fois, en faisant un premier partenariat où on a fait des petits ateliers qui ont duré 2 ou 3 heures, on arrive finalement aujourd'hui à des programmes qui peuvent durer 6 mois. Parce qu'on y a cru, parce qu'on nous a cru aussi, parce que tout a bien fonctionné et que malgré les hauts et les bas des startups, aujourd'hui on a prouvé qu'il y avait vraiment de la valeur derrière ces programmes et qu'on avait la passion de continuer ça. Ouais, vous l'avez prouvé d'ailleurs, donc tu me disais le chiffre target de 100 000 € en première année d'exercice, donc c'est beau. C'est beau, vous êtes une entreprise sociale et solidaire. Est-ce qu'on peut revenir juste sur ce thème-là? Qu'est-ce qui fait la différence entre une entreprise sociale et solidaire et une entreprise normale? Et comment vous avez monté ça? Est-ce que vous avez eu besoin de capitaux? Comment vous avez fait le tout démarrage pour arriver jusqu'à ces fameux 100 000 € de chiffre d'affaires en un an? Alors, pour répondre à ta première question sur qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est sociale en soi, il y a plusieurs manières de l'entendre. Nous, on l'entend selon l'intention première de l'entrepreneur, qui est de vouloir adresser un problème social. Par exemple, Ciel Bleu, c'était la vieillesse, améliorer le quotidien des personnes âgées. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, sur le financement, on a eu la chance, nous, de pouvoir faire ça dans le cadre de nos activités étudiantes au départ, donc de le faire un petit peu de manière bénévole. Et donc de générer le tout premier chiffre d'affaires de Sense School a été également le premier fonds d'amorçage de Sense School. Pour l'instant, on n'a jamais levé de fonds.
Jamais levé de fonds, ni même vous mis un petit peu d'argent au démarrage. Simplement de quoi vivre et c'est pas dans la société. Voilà, en fait, on n'a pas mis d'argent véritablement sur l'amorçage. Par contre, on se rémunère très peu et depuis pas longtemps. Donc, évidemment, la première année, c'était une forme d'investissement aussi. Ça, c'est super important quand on veut entreprendre, d'avoir... c'est un luxe, hein, de pouvoir... continuer de pouvoir lancer sa société sans forcément avoir de ressources. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui aujourd'hui peuvent le faire et j'en connais plusieurs qui aimeraient lancer un projet, qui sont bloqués par ça, qui préfèrent travailler 2-3 ans avant de se lancer pour avoir un fonds et le faire. C'est d'ailleurs le cas de Caroline. C'est d'ailleurs le cas de Caroline. Alors du coup, vous êtes associée, donc toi j'entends que tu es à plein temps, elle est donc en temps partagé, puisqu'elle est obligée d'aller gagner un petit peu d'argent. Non, alors elle aussi, elle est à plein temps. En fait, moi j'ai commencé les prémices de Sense School les 6 premiers mois, Caroline m'a rejoint juste après en quittant son travail, donc c'était un vrai engagement aussi. Et depuis, on est à plein temps, ça fait maintenant 1 an et demi. qu'on est à plein temps dans Sense School. On a aujourd'hui une apprentie avec nous, Marie-Sophie, que je salue d'ailleurs, qui nous aide beaucoup depuis qu'elle est là. Et puis, on a un 3e associé qui partage son temps entre Sense School, l'association Make Sense et d'autres activités. Et on travaille aussi avec des freelances que je salue également, Samuel, Sofiane, Marion. Donc finalement, ça crée beaucoup de valeur, tout ça, hein, tout ce qui est autour. Le SS, c'est aussi porteur de valeur financière. Chacun arrive à vivre. Oui, c'est aussi, c'est un peu le nerf de la guerre aussi. C'est que c'est le fondement un petit peu de l'entrepreneuriat social, je pense, de dire qu'une activité sociale ou pas, de toute façon, pour qu'elle puisse durer dans le temps, il faut qu'elle puisse générer des revenus. Très bien. Alors, Caroline et toi, vous vous répartissez comment les tâches, puisque vous portez toutes les deux ce projet, vous êtes cofondatrices. Comment se fait la répartition, puisque vous avez un petit peu le même profil, école de commerce, vous avez toutes les deux fait le SCP. Comment on décide qui fait quoi ? Alors au début, c'est un bal, c'est un vrai ballet. Hein. on essaye de faire une chorégraphie qui ressemble à quelque chose. Et puis petit à petit, les tâches se dessinent en fonction des affinités et des talents de chacune. Aujourd'hui, Caroline travaille en particulier sur tout le développement commercial, la communication. Moi, je suis un petit peu plus sur le développement des aspects pédagogiques et puis plus le côté administratif aussi. En revanche, nous, on fonctionne en chef de projet, c'est-à-dire que dès qu'on a un nouvel interlocuteur, on définit laquelle d'entre nous va être la référente sur le dossier. Ça ne veut pas dire qu'on travaille seul, ça veut juste dire qu'il y en a une qui est chargée d'être le timekeeper un petit peu sur le dossier, quoi. Alors, il y a une problématique qui est très spécifique dans votre entreprise, c'est que vous essayez de faire travailler ensemble 2 mondes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, pour ne pas dire plus. Ce sont les universités et les entreprises. Qui êtes-vous ? Comment arrivez-vous à réconcilier quelque part ces 2 mondes-là ? Comment vous vous y prenez ? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'évangélisation derrière votre démarche. Effectivement, il y a beaucoup d'évangélisation derrière notre démarche. C'est aussi pour ça que, le démarrage a pris du temps. Nous, en fait, on a l'intermédiaire, c'est l'aspect pédagogique et les entreprises sociales. Aujourd'hui, il y a une chose qui est évidente, c'est que toutes ces entreprises sociales, elles attirent beaucoup de monde. C'est un mouvement qui a le vent en poupe parce qu'on remet en question les modèles économiques qui étaient établis jusqu'ici, parce qu'on se rend compte qu'il faut créer plus de sens pour les salariés dans les entreprises. Donc c'est quelque chose qui fascine à la fois les entreprises, dites classiques, et les étudiants. Les étudiants parce qu'ils voient ça comme l'avenir de leur vie professionnelle, et les entreprises parce que ça leur permet de remettre un petit peu en question leur modèle. Donc nous, en fait, l'objectif, c'est de rassembler ces 2 acteurs autour des problématiques de l'entrepreneur social et quelque part d'en faire un prétexte pour faire travailler tout le monde autour. Alors tu disais que certains de tes clients, c'était des grandes entreprises qui font du sponsoring. On ne vous accuse pas de donner à fond dans le greenwashing ? Pas pour l'instant. Je pense que tant qu'on poursuit un objectif précis, nous-mêmes, social, qui est de faire des formations de qualité pour des étudiants et de permettre aux entreprises sociales de vraiment résoudre leurs problématiques, faire avancer leurs projets. On peut être à l'abri de ça. Après, ça dépend ce qu'on entend par greenwashing. On n'a pas l'impression d'en faire, en tout cas.
Alors, je vais te proposer de regarder en arrière pendant quelques instants. Pendant ces 1 an et demi, 18 mois. 18 mois, c'est à la fois très court et c'est très long quand on est la tête dans le guidon et qu'on essaie tous les jours de faire un pas de plus vers la réussite. Qu'est-ce que tu as trouvé particulièrement difficile et qu'est-ce que pour rien au monde tu laisserais tomber en tant qu'entrepreneur ? Ce que je laisserais tomber pour rien au monde, je crois que c'est le quotidien qu'on vit en tant qu'entrepreneur. On vit des hauts et des bas que j'ai jamais vécu avant. Bon, alors, certes, moi, je suis encore jeune, j'ai pas tout vécu, donc c'est possible que ce soit normal. Mais j'ai vraiment l'impression que on vit des expériences humaines, on vit des expériences dans lesquelles on apprend énormément. Et ça, vraiment, je pense que si un jour ça s'arrête, c'est quelque chose qui va me manquer beaucoup. Je pense que si un jour on passe à de nouvelles choses après Sense School, je me vois mal bosser dans un autre environnement, quoi. Donc ça, c'est une première chose qui a été difficile à surmonter. Je pense ça peut être... à la fois, c'est la grande richesse de l'entrepreneuriat, les relations humaines, et à la fois, c'est aussi ce qui pose problème. Je pense que d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on occulte quand on parle d'entrepreneuriat. Bien que l'entrepreneuriat soit très à la mode, c'est que c'est des relations hyper intenses, quoi. Enfin, les relations d'associés, c'est pire que de bien s'entendre avec son mec, quoi. Et il faut, faut prendre le temps de bien se connaître. Il faut trouver la bonne chorégraphie pour être en harmonie. Et par contre, ça aussi, c'est le truc que je n'abandonnerai pour rien au monde, c'est que quand on arrive à trouver comment on se cale, là, c'est que des bonnes choses qui arrivent, quoi. Alors justement, tu parles de relations humaines, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder également avec toi. Quand on est entrepreneur, on a une relation humaine extrêmement riche, mais une relation professionnelle. Comment on vit ça par rapport à son environnement, ses amis, le fait de bosser Est-ce que ça te manque ? Comment tu vis ça au quotidien ? Comment je le vis au quotidien ? Je le vis au quotidien. En fait, je me pose pas trop de questions. Par contre, ce que je remarque autour de moi, chez d'autres amis entrepreneurs jeunes, c'est que y a un temps quand même pendant lequel on passe, je dirais les 2 premières années où on passe vraiment du temps à s'épuiser, à travailler tout le temps. Mais je suis pas sûre que ce soit viable à très long terme. Et je pense que ça devrait faire partie de l'agenda de l'entrepreneur que de prévoir au bout d'1 an et demi que on va peut-être passer des semaines à travailler un petit peu moins, qu'il va donc falloir prévoir d'embaucher, que ça veut dire qu'il y a 1 an avant que on arrive à des prestations qui commencent à être vraiment payées. Enfin voilà, je pense que c'est mettons à l'ordre du jour de l'agenda de l'entrepreneur le retour entre guillemets à la vie un peu normale, parce que c'est hyper important pour pouvoir continuer. Et par contre, ce que je sais aussi, c'est que de voir mes proches, que ce soit mes amis, ma famille, de me voir m'investir dans ce que je fais, ça me donne aussi de la crédibilité par rapport à eux sur ce que je fais, et que ça leur permet aussi de me pardonner parfois de ne pas être très présente ou de pas avoir la priorité sur ces choses-là. Sur ces choses-là. Alors, ça a l'air quand même... intense, il faut donner beaucoup. À ton avis, c'est quoi tes ressorts internes à toi pour te faire tenir aussi dur, aussi longtemps ? Là, les ressorts internes, c'est donc la passion de ce qu'on fait déjà. Je pense qu'on ne peut pas continuer, on ne peut pas avoir ce rythme-là si on n'est pas vraiment passionné par ce qu'on fait profondément. On ne peut pas non plus passer les coups durs et vivre à fond les bons moments. Les proches qui nous soutiennent, ça, c'est une première chose. Et puis, bien sûr, les mentors. Quand on commence, surtout quand on est jeune, on ne sait pas tout. Et puis, c'est important de bien s'entourer. Donc, avec le Mouv'J, par exemple, on est bien entouré. On a aussi toutes les personnes qui proposent leur aide. Nous, on réfléchit beaucoup à chaque fois qui peut nous aider à faire quoi. Et vraiment, on passe du temps à le faire, parce que c'est génial d'avoir des gens qui disent ton projet est top, j'ai envie de t'aider, qu'est-ce que je peux faire ? Donc voilà, toujours prendre les aides extérieures, ça c'est... Donc ne pas rester seul et effectivement savoir un tout petit peu lâcher prise dans l'urgence du quotidien pour échanger avec
Quelqu'un de bienveillant. Voilà, exactement. Très bien. Les perspectives maintenant. Les perspectives de Scène School. Alors j'imagine qu'il y en a beaucoup puisque quand on est à 18 mois, on a toute la vie devant soi. Oui. Vos ambitions, la prochaine étape importante? Alors nous, notre ambition, aujourd'hui, on est en pleine croissance. Donc là, déjà, c'est de grandir. On voudrait faire passer l'équipe à 7 personnes en plein temps d'ici la fin de l'année 2014. Alors sur quel type de profil, par exemple? Alors sur des profils plus manager de projet, pour mener tous les projets, tous les programmes en fait. Sur des profils aussi développement commercial. Parce que du coup, on va chercher de la valeur auprès de tous nos partenaires et c'est vraiment un gros travail que d'identifier ce qui va leur apporter de la valeur. Et puis aussi sur des profils plus design, donc là aussi pour concevoir des formations toujours plus innovantes. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on vise aussi le développement à l'international. Dès 2014 ? Dès 2014, oui. En fait, grâce à notre sœur Make Sense, avec qui on est en lien en permanence. On a déjà plein d'opportunités. En fait, tous les bénévoles de l'association Make Sense sont des ambassadeurs et des prescripteurs de Scène School. Vous avez des connaissances de programmes qui seraient un petit peu frères ou sœurs également, qui seraient comparables au moins à ce que vous faites en France et qui existeraient aux US ou... Alors, pas d'identifier précisément en France, non. Par contre, il y a beaucoup de nos méthodologies qui se retrouvent aussi dans les programmes, par exemple, de la D-School à Stanford ou de l'école aussi de Design Thinking à Potsdam. Donc ça fait partie des formations desquelles on pourrait se rapprocher à l'avenir. Et puis... au-delà des formations, il y a aussi beaucoup de personnes qui, de par leurs activités proches des étudiants, nous contactent pour développer ce genre de programme parmi les activités qu'elles font. Donc, programme que vous montez sur mesure en fonction de chaque interlocuteur. Exactement. Donc, 7 personnes en 2014, 2, l'international. Vous vous arrêtez là ou vous avez un troisième projet? Parce que 1, 2 et 3. Les projets, les autres projets, pour l'instant, c'est des surprises. Les autres projets, ce sont des surprises. Un chiffre d'affaires cible? Là, on voudrait tripler. Alors, c'est bientôt Noël. Si vous aviez quelque chose à mettre sur votre liste de Noël qui arriverait là, comme ça, tout de suite, qu'est-ce que vous auriez envie de demander pour Scène School? Alors, première chose, là, tout de suite, dans l'immédiat, dans 3 jours, on va clôturer l'appel à candidature pour le programme Conception d'un service social innovant qu'on vient de lancer en partenariat avec l'ESSEC. Donc, si on pouvait avoir une foule de candidatures qui sort de la poche du Père Noël. Alors, ce serait qui ces candidats? Alors, il y a plein de programmes différents. C'est des candidats au profil très variés. Profession sociale, designer, architecte, génie civil, psychologue du travail. Un âge limite ou qui veut peut participer? Qui veut peut participer. Lâchez-vous. Et puis. Et alors, cet appel à candidature, on le retrouve où si on veut postuler? Alors, on le retrouve sur notre page Facebook Scène School. Ça vous donnera aussi l'occasion de voir les vidéos des entrepreneurs sociaux qui se présentent et qui sont les porteurs de tous ces programmes. Et sur notre site sceneschool.cc également. .cc. Ce sont les Creative Commons. Ça nous fera l'occasion d'une autre émission, ça, Bénédicte. Tout à fait. Voilà. Autre chose aussi, on va lancer là un événement en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui va être le premier MOOC Camp lancé qui aura lieu le 11 janvier. Et là aussi, si on peut avoir une foule de personnes qui nous proposent des sujets de MOOC, c'est-à-dire de cours sur lesquels elles aimeraient avoir des cours en ligne en accès gratuit, on serait également ravis. Et donc là, ce sera toujours aussi sur la page Facebook de Scène School. Donc, en gros, vous n'avez qu'une seule chose à faire une fois que cette émission est terminée, c'est d'aller sur la page Facebook de Scène Schools et de vous inscrire et de répondre à ces appels à candidature. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. C'était Marine Plossu, cofondatrice de Scène School. Marine Plossu sur We Move J, l'émission que vous retrouvez chaque jeudi sur We Do Biz. Au revoir à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.